Bonjour et bienvenue. Nous voici réunis pour cette quatrième et dernière séance du cours de méthodologie de la recherche en théologie. Jusqu'à maintenant, nous avons pu aborder un certain nombre de questions relatives au travail de recherche. Notamment, nous avons vu comment utiliser un logiciel de traitement de texte, quels sont les principaux cadres de la démarche de recherche, et comment préparer et organiser le travail documentaire. Aujourd'hui, nous nous pencherons davantage sur la place occupée par le numérique dans la recherche et sur un développement éventuel des stratégies numériques qui nous aident à travailler de manière facilitée et plus efficace. Pour ce faire, nous regarderons les points suivants. Comme je vous l'avais promis la dernière fois, on va dresser une liste de ressources numériques disponibles en ligne, des bases de données, des catalogues, des portails. Je vais vous indiquer comment tous ces éléments sont connectés et sont agencés. Je vais ensuite vous présenter quelques logiciels de gestion de la bibliographie et nous verrons aussi comment créer des fiches de lecture à l'aide d'un logiciel de traitement de texte. Pour enfin s'arrêter à quelques questions pratiques relatives à l'édition de texte. Le premier point concernant les ressources disponibles en ligne est construit autour de deux questions. De quel type d'accès parle-t-on pour les ressources existantes en ligne et comment faire pour profiter de la richesse de ces instruments. Pour les types d'accès, ce qui nous intéresse sont surtout les services proposant des informations bibliographiques. Le plus souvent, il s'agit de notices dans des catalogues, des bases de données et des répertoires qui décrivent des livres et proposent des résumés des articles publiés dans les revues. Ils sont surtout particulièrement intéressants pour l'analyse et l'indexation des revues. Nous allons voir tout à l'heure. Nous sommes aussi intéressés par les services en ligne qui donnent accès au contenu des documents. Aujourd'hui, on peut consulter de plus en plus de livres et d'articles en ligne. Leur consultation peut être libre, gratuite ou encore restreinte et payante. En ce qui concerne les ressources proprement dites, l'offre est aujourd'hui extrêmement riche. J'ai déjà évoqué certaines ressources, je les reprendrai aujourd'hui, plus en détail. Parmi les titres que vous voyez à l'écran, on y compte des portails, des bases de données, des catalogues, des moteurs de recherche, des plateformes proposant un accès libre ou payant, un accès partiel ou intégral. Avant d'en décrire certains, voyons d'abord comment fonctionnent ces services. Je vous présente un cheminement de l'information. Le schéma est peut-être un peu simpliste, un peu approximatif, mais il peut vous donner une idée de toute la complexité de l'interconnectivité de ces services. Lorsqu'un article est publié dans une revue et que cette revue est analysée ou indexée par une autre revue ou par un service spécialisé, un service comme Atlas ou revue.org, je vais vous les présenter tout à l'heure, cet article devient partie de la liste proposée par le service d'indexation. Selon la spécificité du service, l'article est indexé de manière différente. Soit on retient seulement les données bibliographiques, l'auteur, le titre, le nom et le numéro de la revue, l'étendue, donc les pages entre lesquelles se trouve l'article, soit on y ajoute un descriptif bref de son contenu ou encore un résumé plus substantiel. À son tour, ce service d'indexation peut être indexé ou analysé ou vérifié par des moteurs de recherche ou par des bases de données spécialisées
comme EBSCOhost ou Base, des bases de données qui reprennent le contenu proposé. Appelons cela indexation de deuxième niveau. Ensuite, ces bases de données peuvent aussi être interrogées par des catalogues des bibliothèques ou des portails spécialisés dans la recherche bibliographique, comme le portail des bibliothèques de l'Université de Strasbourg, portail dans lequel l'utilisateur final, l'étudiant, lance sa recherche. Aussi, le même cheminement s'applique pour les livres. Un livre qui existe à la Bibliothèque nationale de France sera indexé dans le catalogue de la bibliothèque, donc de la BNF, et sa description sera reprise par le catalogue SUDOC. Ensuite, le portail KVK interrogera SUDOC ou le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Donc moi, si je fais une recherche d'un livre dans le KVK, je vais trouver sur la page internet du portail KVK, je vais trouver le livre qui est indexé par le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. À l'inverse, du point de vue de l'utilisateur, lorsqu'on fait une recherche sur le site des bibliothèques de Strasbourg, on trouve des résultats issus de EBSCOhost qui regardent dans de multiples bases de données, qui recensent, donc des bases de données qui recensent et indexent des revues bibliographiques et signalétiques qui, à leur tour, recensent des revues de spécialité. Prenons un petit exemple. Disons que je cherche un article publié dans la revue Saint-Vladimir Theological Quarterly, la revue de l'école théologique orthodoxe de New York, Saint-Vladimir. Moi, en tant qu'utilisateur final, je peux arriver à connaître l'existence de cet article de plusieurs manières. Soit en vérifiant directement la revue Saint-Vladimir Theological Quarterly, soit en lisant une description de l'article dans la revue Istina, qui analyse la revue de Saint-Vladimir, soit en faisant une recherche dans une base de données comme Atla, qui dépouille la Saint-Vladimir Theological Quarterly, soit à travers un moteur de recherche comme EBSCOhost, qui regarde dans Atla, soit à partir d'un portail tel que le portail des bibliothèques de l'Université de Strasbourg, qui interroge EBSCOhost et Atla. Si je fais la recherche directement sur le portail des bibliothèques de l'Université de Strasbourg, le portail se trouve ici en bout de chaîne, et il n'est donc pas impossible qu'il donne des réponses en double, puisqu'il regarde en même temps dans plusieurs directions. Ce qui fait que j'aurai beaucoup d'informations, la liste de ressources sera assez longue, mais ça génère aussi beaucoup de bruit, comme je l'ai déjà dit. Ce qui fait que je dois procéder ensuite, une fois que j'ai la liste d'articles ou de titres, je dois procéder à un travail d'identification des références valides, enlever des doublons, enlever les références incomplètes, etc. Voilà maintenant quelles sont ces ressources que je viens de nommer. Bien sûr, il ne s'agit pas de présenter toutes les ressources disponibles en ligne, car la liste est extrêmement longue et elle n'arrête pas de s'enrichir. Peut-être l'un des instruments bibliographiques les plus réputés en sciences des religions est Atla, une bibliographie en sciences religieuses produite depuis 1949 par l'American Theological Library Association, d'où vient le nom Atla. Elle couvre toutes les religions, mais plus particulièrement les domaines suivants: christianisme, études bibliques, histoire de l'Église, relations entre religion et société, donc anthropologie, psychologie, littérature, archéologie, etc. On parle d'une couverture internationale. Il existe environ 1,5 million de références bibliographiques signalant des articles de revues. On compte 1700 revues dépouillées, dont 550 sont des revues en cours, toujours en cours de publication. On compte aussi des références de livres,
d'ouvrages collectifs comme les colloques, des critiques d'ouvrages. La base de données est associée au bouquet Atlas Serials qui comporte plusieurs centaines de titres de revues spécialisées en religion et en théologie, disponibles en texte intégral. Mais le plus souvent, l'accès à Atlas est restreint. Il faut posséder un abonnement et cela se fait par l'intermédiaire d'une institution comme une bibliothèque ou une faculté. Bayes, qui est un acronyme pour Bielefeld Academic Search Engine, est un moteur de recherche qui permet d'interroger simultanément un très grand nombre de bases de données académiques en libre accès, tout type de documents confondus, des ouvrages, des articles, des thèses, des images. DOAB ou Directory of Open Access Books est un outil à la vocation de répertorier le plus grand nombre de livres possibles à condition que ces publications soient diffusées en open access, en libre accès, et aussi qu'ils respectent les standards et les règles de l'édition scientifique. Open Edition est un portail de ressources électroniques dont la préoccupation est la valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales. Il intègre Open Edition Books, qui est une plateforme dédiée aux livres, ainsi que revue.org, une autre plateforme, cette fois-ci dédiée aux revues, et qui a été fondée en 1999. Revue.org accueille aujourd'hui 400 publications en ligne, soit plus de 100 000 articles, dont 95 sont accessibles en texte intégral. Les 4 services que j'ai évoqués ici ont une visée très large. Ils sont légèrement différents des catalogues, dont la spécificité est généralement la description des documents qui se trouvent dans les bibliothèques. Parmi les catalogues, il y a Sudoc, qui est probablement le nom que vous avez entendu le plus souvent dans ce cours. Je vous ai déjà présenté Sudoc. Je vous rappelle juste que parfois il y a, pour un livre, on a accès aussi à la table de matière, au contenu. Donc pas le contenu en entier de ce livre, de ce document, mais juste la table des matières. Ce que je souhaite vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire une recherche personnalisée dans ce catalogue en ligne. Par défaut, la recherche prend en compte tous les mots que je saisis dans le champ de recherche. Je vais chercher des écrits, des documents relatifs au nom du père Dumitru Stăniloae. Donc, j'écris Stăniloae dans le champ de recherche. Le critère de recherche est tous les mots, par défaut. Lorsque je lance la recherche, Sudoc me montre 43 résultats. Mais ici, je trouve mélanger les documents, les livres écrits par le père Stăniloae et aussi les livres écrits sur le père Stăniloae, sur l'œuvre de père Stăniloae. Donc, si ce qui m'intéresse, c'est uniquement les livres écrits par le père Dumitru Stăniloae, je vais choisir comme critère de recherche la catégorie mots-auteur. Je relance la recherche et là, j'obtiens que 27 résultats. Ici, normalement, j'ai que les livres écrits par le père Stăniloae. Remarquez pourtant qu'il y a aussi une référence, une thèse de doctorat. Cela est dû au fait que dans Sudoc, dans le champ auteur, on a enregistré aussi le nom du père Dumitru Stăniloae. Pour la recherche avancée, vous avez en anglais tout en haut de la page. Cette recherche me permet de choisir plusieurs critères de recherche, donc j'ai plusieurs champs de recherche. Rappelez-vous que la dernière fois, je vous ai parlé de la collection Corpus Christianorum et d'une section dédiée aux études relatives à Saint Grégoire de Nazianze. Pour retrouver ces titres, dans le premier champ de recherche, je vais choisir comme critère
la collection, j'écris Corpus Christianorum, et dans le deuxième champ de recherche, je veux sélectionner la catégorie mot-sujet, j'écris Grégoire de Nazianz, et je lance la recherche. Et ici, je vais retrouver tous les livres relatifs à, tous les écrits relatifs à Saint Grégoire de Nazianz et qui ont été publiés dans la collection Corpus Christianorum. D'autres catalogues en ligne que je vais vous inviter à visiter sont le catalogue de la BNF avec son portail Gallica, comprenant un grand nombre de textes anciens numérisés. Le catalogue allemand KVK, qui interroge d'autres catalogues des bibliothèques allemandes, mais aussi des bibliothèques d'autres pays, français, belges, britanniques, russes, etc. Et même il interroge des sites commercialisant des livres en ligne. Le catalogue de la Bibliothèque nationale suisse, qui est très riche, ou encore le catalogue de la bibliothèque de la faculté de théologie catholique de Louvain. Enfin, un catalogue un peu particulier, c'est le catalogue WorldCat, un catalogue collectif international. Il recense à la fois des livres et des articles, et on peut y trouver des indices relatifs aux moyens d'accès aux documents. Comment accéder aux documents en format papier dans les bibliothèques qui se trouvent proches de nous, ou en format électronique, en accès en ligne. Je passe à une autre catégorie de services orientés vers l'indexation des documents, l'index bibliographique, les services orientés vers les revues. Et le premier que je vais mentionner, c'est le JSTOR. Son nom vient de Journal Storage. Il s'agit d'un système d'archivage en ligne de publications académiques et savantes anglo-saxonnes, principalement dans le domaine des sciences humaines et sociales et le domaine des sciences économiques et juridiques. Si on a un abonnement, cela nous donne accès aux collections Arts et Sciences. Il y a 4 collections Arts et Sciences, ce qui fait près de 500 titres de périodiques. Les collections sont répertoriées depuis le premier numéro paru et en règle générale, les numéros des 2 à 5 dernières années ne sont pas accessibles sur la plateforme JSTOR. C'est une condition assez courante. Il s'agit d'une durée qu'on appelle durée d'embargo, déterminée en accord avec chaque éditeur. De toutes les manières, JSTOR fournit plus de 10 millions d'articles de revues, des livres et sources primaires, couvrant 75 disciplines. Un autre service, c'est le Index Theologicus. Il s'agit d'une bibliographie exhaustive de théologie et de sciences des religions. Dans la forme actuelle, on peut y faire des recherches non seulement sur des articles, mais également sur des monographies, des banques de données et des liens Internet. Index Theologicus inclut aussi les données de certaines revues de critiques choisies. Et lorsque les licences le permettent, il est possible d'accéder directement au texte complet des articles, au texte complet des critiques et des livres concernés. Dans la forme actuelle, Index Theologicus est un service à libre accès et gratuit, offert à la communauté mondiale de recherche. Il y a ensuite Index Religiosus, une base de données bibliographiques couvrant les domaines de la théologie, l'histoire des religions et les études religieuses. L'histoire de l'Église catholique et l'histoire religieuse européenne sont particulièrement approfondies. Mise au point par l'éditeur Bepos, cette base de données rassemble en réalité les références tirées de la partie bibliographique de 2 revues que je vous ai présentées lors de la dernière séance. C'est la revue d'histoire ecclésiastique et les Ephémérides Theologice Lovanienses. Il est disponible en accès restreint à la BNF. Donc si vous avez un compte lecteur à la BNF, normalement vous pouvez bénéficier de cette ressource.
le projet Muse. C'est un fournisseur de contenu numérique relatif aux sciences humaines et sociales. On nous propose ici un accès intégral, si on possède l'abonnement adéquat bien sûr. Donc, on nous propose l'accès à un grand éventail de revues de niveau académique. Il y a plus de 120 éditeurs qui participent à ce projet. Enfin, je note le portail suisse des périodiques, le PSP, qui recense 170 000 titres de revues. Ce portail rassemble environ 600 bibliothèques suisses. C'est un service offert par la Bibliothèque nationale suisse en collaboration avec les réseaux régionaux de bibliothèques. Il permet la recherche simultanée des titres de périodiques dans les catalogues des principales bibliothèques suisses. Notez aussi ces trois services. D'abord le portail percé.fr, considéré comme la plus vaste ressource d'articles en sciences humaines et sociales francophones. On y découvrira une recherche personnalisée et performante grâce à un très efficace affinage des résultats qu'on appréciera beaucoup. Le service canadien Érudite, centré sur la littérature francophone de l'Amérique du Nord. Il propose des revues, articles, thèses, actes de colloques dédiés aux sciences humaines et sociales. Il est ainsi la plus grande plateforme de revues francophones révisées par les pairs en Amérique du Nord. La plupart des textes sont en libre accès, y compris les livres et les textes et les mémoires déposés dans les universités participantes. Un service similaire est Kern, un portail orienté vers les domaines des arts, de l'histoire et de la philosophie. Les articles sont accompagnés de résumés et d'un plan de leur contenu. Si on y accède à travers un compte institutionnel, comme une bibliothèque ou une faculté, on peut consulter gratuitement certains contenus qui sont sinon payants. Après, je vous indique Mirabel, qui est un portail dédié aux revues. Pour chaque revue recensée, Mirabel indique où trouver en ligne le texte intégral des articles, les sommaires des numéros, les résumés des articles et les références bibliographiques. Il fait un moissonnage, si on peut ainsi dire, semi-automatisé d'un certain nombre de ressources, dont celles présentées auparavant, Percé, Érudite, Kern, Revue.org ou Signal. Isidore est une autre plateforme similaire à Mirabel. Elle permet l'accès aux données numériques des sciences humaines et sociales. Elle est ouverte à tous, et en particulier aux enseignants, aux chercheurs, doctorants et étudiants. Isidore s'appuie sur les principes du web des données et donne accès à des ressources en accès libre. Différents entrepôts de données sont mentionnés par cette plateforme, comme archives ouvertes, éditions en libre accès, revue.org ou Érudite, bibliothèques numériques comme Gallica, catalogues comme Calames, thèse.fr et d'autres. Les deux ressources suivantes sont dédiées à des domaines spécifiques de la théologie. Bibil, ou Bibliographie biblique informatisée de Lausanne, est un outil de recherche bibliographique orienté vers les sciences bibliques. C'est une base de données libre d'accès qui repose sur une indexation rapide des périodiques et des nouvelles publications académiques dans le champ des sciences bibliques. L'indexation vise des monographies, des recueils et des ouvrages collectifs, des périodiques. À côté des livres et des revues spécifiquement bibliques, le dépouillement inclut aussi des publications qui se rattachent à d'autres disciplines, comme les sciences de l'Antiquité ou les langues orientales. Une spécificité de Bibil par rapport à d'autres instruments bibliographiques réside dans le fait que l'indexation s'étend à tous les articles d'un ouvrage collectif, comme des actes de colloque ou recueils d'études d'un même auteur. Elle ne fait donc pas de sélection thématique. La deuxième ressource
est proposé par la bibliothèque de l'Université canadienne de Laval. Elle s'appelle la base d'information bibliographique en patristique. C'est donc un système documentaire spécialisé en patristique. C'est la littérature patristique qui est son principal objet, bien que l'ensemble des disciplines étudiant le christianisme patristique soient couvertes. Actuellement, la priorité est donnée à l'information courante des revues scientifiques. Ce site permet d'interroger plus de 58 000 notices issues de plus de 1500 périodiques. Il existe ensuite des sites où l'accès n'est pas direct. Donc, on ne va pas sur un site internet pour rechercher des documents ou des articles. Mais pour bénéficier d'un tel service, il faut se connecter à travers un portail institutionnel, une bibliothèque ou une faculté. Je vous indique ProQuest, une plateforme qui propose des publications académiques numérisées dans les domaines de l'art, des sciences humaines et sociales. Les ressources sont consultables en texte intégral, mais comme dit, c'est un accès restreint. Vous pouvez accéder au texte intégral si vous avez l'abonnement qui va bien. ProQuest comprend Periodicals Archive Online, un service qui donne accès à 750 titres de périodiques. Ici, les titres sont sélectionnés par une équipe de spécialistes et ils intègrent surtout les périodiques qui ne sont pas accessibles ailleurs en ligne. Un autre site, c'est Humanities International Complete. C'est une base de données hybride offrant à la fois du texte intégral et des données bibliographiques et résumés d'articles de plusieurs centaines de revues, de livres et autres ressources publiées dans le domaine des sciences humaines. Elle reprend toutes les données bibliographiques de Humanities International Index, ce qui fait plus de 2100 revues et 2,5 millions d'enregistrements. À Humanities International Index, Humanities International Complete rajoute près de 900 titres de périodiques en texte intégral. Cette base de données est exploitée par EBSCOhost, et de même on ne peut pas y accéder par un lien direct. Enfin, Scopus, c'est une base de données bibliographique aussi, contenant des résumés et des notices des articles des périodiques académiques. Elle couvre presque 22 000 titres de revues, dont 20 000 sont des journaux révisés par les pairs, peer review, appartenant au domaine scientifique, technique, médical et des sciences sociales, y compris les arts et les sciences humaines. Je note ici aussi que de la même façon que ces trois ressources précédentes, la Library of Latin Text n'est pas disponible en accès direct, mais par l'entremise des institutions qui ont acheté un abonnement. Library of Latin Text comprend Thesaurus Linguae Latinae et Corpus Christianorum Series Latina, dont je vous ai parlé lors de la 3e séance. Je vous indique un dernier site qui s'appelle Francis. En fait, aujourd'hui on l'appelle Pascal Francis. C'est une base de données bibliographiques sur tous les domaines des sciences humaines et sociales qui couvre les articles publiés depuis 1984. Ce qui est spécifique et intéressant aujourd'hui, c'est que depuis 2015, cette base de données est proposée gratuitement. On y trouve une bibliothèque multilingue, des références issues des périodiques, actes de congrès, thèses et rapports, ce qui fait des références de plus de 9000 titres. Dans votre activité de recherche bibliographique, vous rencontrerez sûrement encore d'autres services qui répertorient et analysent des articles. En voici quelques noms. Je vous les indique juste, mais sans vous donner de description. Je pense notamment à Arts and Humanities Citation Index, à Religious and Theological Abstracts, SOC Index, Oxford Art Online,
le répertoire d'art et d'archéologie et la base de données Wiley. En plus de ces services qui sont orientés vers les revues, il existe aussi ce qu'on appelle la littérature grise, notamment un site intitulé OpenGray, un système pour l'information en littérature grise en Europe. OpenGray permet un accès libre à 700 000 références bibliographiques de littérature grise produite en Europe. Cette littérature grise, entre guillemets bien sûr, comprend des rapports techniques ou de recherche, des thèses de doctorat, des actes de congrès, des publications officielles et d'autres encore. Les champs couverts sont les sciences pures et appliquées, la technologie, les sciences biomédicales, l'économie, mais aussi les sciences humaines et sociales. Plus spécifiquement pour les thèses qui font partie de cette littérature grise, en France, on a le site thèse.fr, et pour le domaine de la théologie, encore plus ciblé, c'est le portail Théodoc, géré par la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve. En Europe, un site similaire à thèse.fr, c'est le site darteurope.eu, et en général, pour les thèses, on regardera le site Network Digital Library of Theses and Dissertations, qui est une initiative internationale qui promeut la réalisation, la diffusion et la préservation des thèses et des mémoires en format électronique. Ce catalogue contient plus d'1 million de références de thèses et autres dissertations. Voilà, pour finir mon énumération de ces ressources en ligne, je rajoute les titres suivants. D'abord, la Internet Archive, que je vous ai déjà montré la dernière fois. C'est une librairie numérique libre contenant des millions de livres, des vidéos, des logiciels, de la musique et d'autres encore. Après, l'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, dont le nom vient de Hyper Articles en ligne. Cette archive est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche et des thèses émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Ce qui est intéressant, c'est que ces articles peuvent aussi apparaître sur cette archive avant leur publication. Donc on trouve des documents publiés, mais aussi des documents pas encore publiés. Si vous avez à travailler sur des documents anciens, vérifiez le site américain Library of Congress et le catalogue français Calames. La Library of Congress est un site américain dans lequel on trouve des collections numériques très riches, pour la plupart en accès libre. Et j'ai trouvé par exemple les manuscrits du monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï. Pas tous les manuscrits, certains manuscrits de ce monastère. Calames est le catalogue des archives et des manuscrits des bibliothèques universitaires françaises, mais aussi de grands établissements nationaux, comme l'Institut de France, Muséum d'histoire naturelle, et de plusieurs établissements de recherche, comme la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Enfin, jetez un coup d'œil sur academia.edu, qui est le réseau social des chercheurs. Parfois, vous y trouverez des articles et même des livres en téléchargement gratuit. Donc, lorsque je fais une recherche en bout de la chaîne, comme sur le site bu.ustra.fr, le site des bibliothèques de l'Université de Strasbourg, je touche beaucoup plus de ressources que si je regarde sur thèse.fr. Et cette option, d'aller directement sur bu.ustra.fr, cette option semble la plus appropriée. Mais il existe toutefois de nombreuses raisons pour procéder différemment et chercher les ressources à l'aide d'un outil moins riche. Par exemple, je veux restreindre la recherche à un certain type de ressources.
juste des thèses ou juste des articles ou des livres, où je préfère me limiter aux outils que je connais le mieux. Notez aussi que tous les outils ne proposent pas les mêmes informations, et certains sont plus riches que d'autres, ou plus précis que d'autres. Sudoc, par exemple, m'indique où se trouve tel livre ou telle revue dans une bibliothèque en France. De toutes les façons, rappelez-vous ce qu'on avait déjà dit, une bibliographie n'est jamais terminée, n'est jamais complète. On doit toujours essayer de la mettre à jour, de l'améliorer. On enlève ou on rajoute des titres. Ce qui est essentiel, c'est de rester en contact avec l'actualité théologique. Et je vous rappelle aussi qu'un certain nombre de revues proposent des analyses d'articles parus dans d'autres revues. Cette lecture et l'identification de ces revues qui font de la bibliographie signalétique, cela peut être très utile pour identifier rapidement des articles et des études qui sont en lien avec sa propre recherche. Je vous rappelle aussi que la recherche ne se fait pas de manière isolée. Donc cet essai de rester en contact avec l'actualité théologique, qu'on peut faire à travers les publications, on peut aussi ajouter une autre dimension, c'est d'essayer de trouver les personnes qui ont les mêmes préoccupations de recherche que moi. Il faut demander autour de soi, il faut demander auprès du directeur de recherche ou de ses collègues pour connaître, pour rester au courant de dernières publications et des dernières lignes directrices. De cette énumération de ressources et instruments de recherche, on comprend bien qu'un chercheur peut se trouver dans la situation où il bénéficie d'une quantité suffisante de documents pour mener à bien son travail, mais que c'est la gestion de ces documents justement qui devient une lourde tâche. Et je passe maintenant à mon deuxième point, la gestion de la bibliographie sur l'ordinateur. On va voir d'abord quelques logiciels, pour ensuite passer à un exemple de création de fiches de lecture avec un logiciel de traitement de texte. Les logiciels de gestion de bibliographie permettent justement de collecter, d'organiser, de citer et de partager des ressources bibliographiques. On peut aussi synchroniser les données entre les différents appareils qu'on utilise. L'usage habituel est celui où lorsqu'on trouve une page internet qui contient des informations utiles pour notre recherche, on stocke cette page dans la base de données du logiciel. Pratiquement tout type de contenu peut y être stocké. Donc la page internet, on peut stocker des fichiers PDF, des images, des fichiers vidéo, des fichiers audio et d'autres. L'intérêt majeur de ces logiciels est la possibilité d'organiser selon des critères particuliers toute cette matière qu'on identifie comme pertinente pour notre recherche. On peut l'organiser et l'accompagner de nos propres mots-clés et de nos notes personnelles. Et c'est ensuite dans ces notes et dans ces mots-clés que nous avons définis pour nos ressources, c'est là qu'on peut faire une recherche ensuite pour retrouver ce qui nous intéresse. On peut évidemment insérer des citations dans notre texte à partir de ces logiciels. On peut également créer rapidement la bibliographie à la fin du travail. Tout cela à partir des documents que nous avons indexés dans la base des données du logiciel. Vous trouverez de très bons tutoriels sur Internet pour chacun des logiciels que je vais vous présenter tout à l'heure, y compris des tutoriels en format vidéo, je vous laisse les découvrir. Ici, maintenant, je vais juste vous indiquer quelques logiciels.
Je commence par Zotero. C'est un logiciel gratuit et qui fonctionne sur plusieurs plateformes. Il permet de créer une banque personnelle pour conserver des références bibliographiques de publication et pour générer automatiquement des listes de références et des bibliographies dans un document texte avec Word. Il s'intègre facilement aussi avec Writer, donc le logiciel de LibreOffice, non pas seulement avec Word de Microsoft. Un logiciel similaire s'appelle Mendeley. Lui aussi, il est gratuit, il est multiplateforme. La grande différence par rapport à Zotero, c'est qu'il intègre un lecteur PDF qui permet de souligner et d'annoter des fichiers directement dans le logiciel. Et aussi, il encourage le travail collaboratif. On peut travailler à plusieurs sur le même fichier PDF, par exemple. Un logiciel très réputé pour la gestion de la bibliographie s'appelle EndNote. Il est lui aussi destiné à la gestion des références de livres et de travaux de recherche. Ce qui me paraît intéressant, c'est que les informations des références bibliographiques peuvent être emportées de banques de données, mais également des fichiers PDF où on peut les saisir manuellement, comme dans les autres logiciels. Aussi, ce logiciel permet de localiser ou d'accéder au texte intégral d'un article de revue, fonctionnalité que je trouve très intéressante. Enfin, je vous indique aussi le logiciel BibTeX, un logiciel de gestion de références bibliographiques, mais aussi un format de fichier, BibTeX. Ce qui est particulier pour ce logiciel, c'est qu'il existe déjà des bases de données bibliographiques. Elles sont déjà créées. On peut les intégrer, ces bases de données, dans son propre travail, sans avoir à réécrire les entrées bibliographiques. Donc on n'a plus besoin d'écrire à nouveau le titre, l'auteur, le nombre de pages pour un livre. On les trouve déjà créées, les bases de données, sur Internet. Par contre, ce n'est pas très fourni en théologie. Il est orienté plutôt vers les sciences dures. Mais ça reste un logiciel très puissant. Par contre, il nécessite des connaissances en langage tech. Notez aussi l'existence du logiciel OneNote, produit par Microsoft. Il n'est pas, à vrai dire, un logiciel de gestion de bibliographie. Il est censé aider à la prise rapide de notes, mais on peut détourner, pour ainsi dire, son premier usage et l'utiliser pour rédiger et organiser des fiches de lecture. Il s'intègre très facilement avec le logiciel Microsoft Word. Bien sûr, si on ne veut pas installer ou apprendre à utiliser un logiciel supplémentaire, on peut toujours gérer la bibliographie et les citations avec le logiciel Microsoft Word ou le logiciel LibreOffice Writer, donc un logiciel de traitement de texte. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à installer, l'avantage d'utiliser un tel logiciel, c'est que vous n'avez pas à installer un nouveau logiciel, parce que de toute façon, vous utilisez ces logiciels pour écrire votre texte. N'hésitez pas à tester l'un ou l'autre de ce logiciel pour vérifier lequel correspond au mieux à votre façon de travailler. Et une fois le logiciel choisi, gardez la méthode de travail que vous vous êtes définie, que vous avez trouvée, même si plus tard vous trouverez une autre méthode qui vous semble meilleure et qui peut être meilleure que celle que vous avez définie. Mais n'oubliez pas que la meilleure méthode de travail, c'est celle que vous maîtrisez. Je voudrais maintenant revenir à la question de la création de fiches de lecture, une partie essentielle du travail bibliographique. J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises les fiches de lecture. La raison pour laquelle j'insiste, c'est que la création méthodique
de ces fiches peut rendre facile, rapide et cohérente toute action ultérieure d'écriture. Faites de bonnes fiches de documents sur lesquels vous travaillez actuellement et vous pourrez les utiliser à n'importe quel autre moment par la suite, donc non pas seulement pour votre recherche actuelle. Il existe plusieurs méthodes de création et de gestion des fiches de lecture. Je n'en retiens qu'une seule, celle où vous créez les fiches avec un logiciel de traitement de texte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère un logiciel de traitement de texte car cela n'implique pas de prise de main, n'implique pas d'appropriation ou d'installation d'un logiciel supplémentaire. Les points à considérer lorsque vous créez une fiche de lecture sont les suivants. Déjà, disposez les fichiers dans un dossier dédié. Comme ça, toutes vos fiches sont au même endroit et vous pouvez les retrouver facilement. Ensuite, créez un fichier de traitement de texte pour chaque document analysé. Donc chaque livre ou chaque article aura sa propre fiche, son propre fichier. Et nommez le fichier selon une typologie que vous allez utiliser par la suite pour toutes les fiches. Par exemple, vous pouvez mettre le nom de l'auteur en majuscule, une virgule et ensuite le titre du document. Éventuellement, le titre, vous pouvez le raccourcir ou garder seulement les éléments essentiels du titre, les éléments qui vous parlent le plus. Lorsque vous nommez le fichier, évitez les caractères accentués pour ne pas créer des conflits lorsque vous exportez éventuellement vos fichiers sur un autre ordinateur ou une autre plateforme, un autre système d'exploitation. Par exemple, si vous faites la fiche du livre de Jean Meyendorff, Le Christ dans la théologie byzantine, votre fichier pourrait s'appeler Meyendorff, Christ dans la théologie byzantine.doc. Au niveau du contenu de la fiche, mettez au début de la fiche toutes les informations bibliographiques nécessaires à l'identification du document. Vous utiliserez plus tard ces informations pour créer votre bibliographie et aussi pour citer le document. Décrivez ensuite en quelques phrases le document. Dites pourquoi il est important, comment vous pensez l'utiliser dans votre travail actuel, quelles sont les limites que vous lui trouvez. Indiquez également si vous connaissez des titres similaires. Donc cela pour la description du document. Après, lorsque vous trouvez des passages intéressants dans le document et que vous souhaitez reprendre ces passages, créez des citations dans votre fiche. Écrivez le texte mot à mot, placez ce texte entre guillemets et à la fin, insérez une note de bas de page avec les bonnes références bibliographiques. Cela vous sera très utile lorsque vous allez prendre cette citation pour l'utiliser dans votre travail, dans votre texte final. Une dernière chose, lorsque vous utilisez la citation dans l'un de vos textes, marquez cette citation dans le fichier, dans la fiche bibliographique. Vous pouvez la marquer avec des couleurs. Mettez un marqueur jaune par exemple au-dessus pour indiquer le fait que vous l'avez déjà utilisé et non pas la réutiliser une deuxième fois. Ou sinon, créez un commentaire sur le paragraphe en question, sur la citation, et dites dans le commentaire, cette citation, je l'ai utilisée à tel endroit ou dans tel document. Je souhaiterais aborder maintenant quelques questions pratiques relatives à l'édition de texte. Lorsque vous écrivez vos travaux, il y a quelques astuces qui peuvent vous aider à mieux disposer votre texte sur la page ou à automatiser certaines actions. D'abord, je vous rappelle l'existence des caractères non imprimables dont je vous ai parlé lors de notre première séance. Pour afficher les caractères non imprimables, cherchez un bouton dont le symbole ressemble à la lettre P renversée. C'est le même symbole qui est utilisé dans
Microsoft Word et dans LibreOffice Writer. Ensuite, notez que dans la pratique, on est amené très souvent à utiliser l'espace insécable. On place un espace insécable entre deux mots ou caractères qui ne doivent pas être séparés en fin de ligne. Par exemple, c'est le cas de plusieurs signes dans la ponctuation française, comme les deux points, le point virgule, le point d'interrogation et le point d'exclamation. Avant ces signes typographiques, vous n'écriverez jamais un espace simple au risque de voir passer le signe typographique en question, de le voir passer sur la ligne suivante, en début de la ligne. Aussi, vous pouvez utiliser l'espace insécable pour écrire les versets bibliques, pour que l'indication du chapitre et du verset ne soit pas séparée, n'apparaissent pas sur des lignes différentes. Aussi pour écrire la page dans la note, dans une citation, dans une note de bas de page, donc le P point qui précède le numéro de la page, placer un espace insécable après le point, après le P point. Aussi, utiliser l'espace insécable pour écrire les dates, ou encore, vous pouvez le placer entre l'initiale du prénom et le nom d'une personne. L'insertion d'un espace insécable se fait habituellement avec les touches raccourcies CTRL MAJ espace, et cela fonctionne également dans LibreOffice Writer et dans Microsoft Word. Pour visualiser les espaces insécables, donc pour voir si vous avez écrit un espace simple ou un espace insécable, faites apparaître les caractères non imprimables. Et dans Writer, l'espace insécable est marqué par une petite zone grise, alors que dans Word, il est marqué par un petit cercle similaire au signe degré, placé dans la partie supérieure de la ligne. Similaire à l'espace insécable, c'est le trait d'union insécable. Ce signe typographique empêche deux mots écrits avec un trait d'union d'être séparés en fin de ligne. Par exemple, lorsque vous écrivez Jésus-Christ, ou le mot plateforme, ou encore la conjonction c'est-à-dire. Une fonctionnalité extrêmement utile est rechercher remplacer, que vous connaissez déjà et que vous avez déjà sûrement utilisé. On peut détourner cette fonctionnalité, détourner entre guillemets bien sûr, pour corriger rapidement certaines erreurs dues à une organisation initiale insuffisamment claire. Et je prends un exemple simple pour m'expliquer. Vous travaillez sur un aspect de l'œuvre du père Dumitru Stăniloae et dans votre texte, vous avez écrit son nom de trois manières différentes. Soit Stăniloae sans signe diacritique, encore Stăniloae à la manière roumaine, et aussi Stăniloae avec un E final portant un tréma. Mais vous décidez d'utiliser partout la graphie roumaine. Et pour uniformiser votre texte, vous pouvez utiliser la fonctionnalité rechercher remplacer. Pour faire cela, appuyez sur les touches raccourcies CTRL H, que ce soit dans Microsoft Word ou dans LibreOffice Writer. Ensuite, dans le champ rechercher, écrivez la graphie que vous souhaitez remplacer et dans le champ en remplacer par, écrivez la graphie que vous souhaitez garder partout. Si vous souhaitez raccourcir votre requête et ne pas faire trois fois cette recherche, donc pour les trois formes différentes que vous souhaitez remplacer, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des expressions régulières. Et alors, à la place de certains caractères, vous pouvez utiliser une combinaison de caractères spécifiques. Dans Word, par exemple, si vous souhaitez remplacer une lettre, disons la troisième lettre du nom du père Stăniloae, au lieu d'écrire cette lettre pour qu'elle soit ensuite remplacée avec la bonne
version et remplacez cette lettre par les caractères accent circonflexe suivi par le point d'interrogation. Écrivez ensuite l'intégralité du nom du père Stanislae. Et alors Word, lorsque vous appuyez sur Rechercher suivant, il va chercher à la fois les mots écrits avec un A ou encore avec un E roumain. Dans LibreOffice Writer, le caractère pour les expressions régulières, pour chercher n'importe quel autre caractère, c'est le point. Donc pour remplacer une lettre, utilisez le point à la place de cette lettre. Après, très important aussi, c'est la gestion des langues et des dictionnaires dans le logiciel de traitement de texte. Il est essentiel d'indiquer la langue dans laquelle on écrit à certains moments, sinon, à un moment donné, le correcteur automatique lâche. Il ne peut plus suivre notre saisie de texte. Disons que vous écrivez du texte en français et de temps en temps vous avez besoin d'écrire des textes ou des mots en grec ancien. Lorsque vous commencez à taper les mots en grec ancien, pensez à changer la langue du paragraphe ou du passage. Pour faire cela, appuyez sur le bouton qui indique la langue utilisée à tel moment. Ce bouton se trouve habituellement dans la barre d'état en bas de la fenêtre du logiciel de traitement de texte. Dans Word, si vous appuyez sur ce bouton, une petite fenêtre apparaît une petite fenêtre de sélection de langue. Et si vous écrivez en grec ancien, sélectionnez la langue grecque. En faisant cela, vous indiquez au logiciel que à cet endroit-là, vous écrivez dans une autre langue, en l'occurrence le grec ancien. Si vous ne faites pas cela, il va considérer que tous les mots que vous écrivez en grec sont des mots français, mais mal écrits. Il va les marquer comme des erreurs. Et si vous avez un texte de plusieurs dizaines de pages, vous verrez qu'à un moment donné, le correcteur ne fonctionne plus pour la langue française. Dans la même logique, donc pour aider le correcteur, du logiciel de traitement de texte, pensez à ajouter au dictionnaire les mots qui n'y existent pas. Par exemple, les termes spécifiques à la théologie ou le nom des auteurs qu'on étudie. Pour ajouter un mot au dictionnaire, faites un clic droit sur le mot en question et puis sélectionnez l'option Ajouter au dictionnaire. Si vous vous êtes trompé, en fait vous ne vous souhaitez pas rajouter tel mot mais un autre au dictionnaire, faites un CTRL Z ou la flèche arrière pour annuler la dernière action. Je vous fais aussi une petite remarque relative au copier-coller. Lorsque vous faites du copier-coller, ne prenez pas le dernier caractère du paragraphe. Vous savez que pour sélectionner un paragraphe en entier, on peut faire 3 fois clic à l'intérieur d'un paragraphe et habituellement le paragraphe en question est sélectionné. Mais cette sélection prend aussi en compte le dernier caractère du paragraphe qui ressemble à un espace. Mais en fait, sous Microsoft Word, ce dernier caractère contient l'information concernant la mise en forme de la numérotation, par exemple. Et si vous copiez et vous collez aussi ce dernier caractère, vous risquez d'emporter toute la mise en forme du paragraphe de l'autre document. Mise en forme qui peut être relative à la couleur de la police, à la police elle-même, à la numérotation si elle se trouve à telle ou telle distance de la marge de la page et d'autres choses encore. Donc essayez de désélectionner le dernier caractère. Moi, ce que je fais, après avoir sélectionné le paragraphe en entier, j'appuie sur la touche Maj et ensuite sur la flèche de gauche sur mon clavier, ce qui me permet de désélectionner le dernier caractère du paragraphe. Je vous indique enfin une dernière fonctionnalité très pratique. Il s'agit de la fonctionnalité qui vous permet de compter les caractères, les mots et les pages.
Elle s'y trouve normalement dans la barre d'état en bas de la fenêtre du logiciel de traitement de texte. Dans Microsoft Word, cette barre d'état elle est présente par défaut, mais il se peut que la fonctionnalité de comptage des caractères et des mots n'y soit pas affichée par défaut. Si tel n'est pas le cas, faites un clic droit sur la barre d'état et dans la liste qui apparaît, cochez l'option Statistiques. Dans LibreOffice Writer, si la barre d'état n'est pas affichée, allez dans le menu Affichage et cochez ou sélectionnez l'option barre d'état. Dans Microsoft Word, il est donc possible de personnaliser ce qu'on affiche sur la barre d'état. Par contre, dans LibreOffice Writer, la personnalisation n'est pas possible. Si cette fonctionnalité est affichée sur la barre d'état, cliquez sur le bouton qui compte le nombre de mots qui existent dans votre document. Une petite fenêtre apparaît. Donc dans Microsoft Word, elle s'appelle Statistiques. Et vous pouvez voir combien de pages contient votre document, combien de mots, combien de caractères, sans et avec les espaces, combien de paragraphes et de lignes. Si vous souhaitez connaître seulement le nombre de mots ou de caractères d'une partie de votre texte, faites une sélection de cette partie de votre texte et cliquez ensuite à nouveau sur ce bouton statistique ou le bouton qui compte le nombre de caractères et de mots. En guise de conclusion, je souhaiterais vous indiquer quelques points de vigilance. Il se peut que vous arriviez dans un point où vous vous trouvez stoppé dans votre progression, dans votre travail, vous manquez d'inspiration, vous vous répétez dans ce que vous écrivez, la bibliographie semble de plus en plus difficile ou impossible à gérer. Il est alors le moment, il est temps de faire une pause. N'hésitez pas à vous détacher, à vous éloigner de votre texte. Si cette pause devient trop longue, n'hésitez pas à demander l'aide de votre directeur de recherche. Il a une vision extérieure, un peu plus globale, donc il saura vous diriger, c'est son rôle d'ailleurs, il saura vous guider, vous dire si vous devez continuer dans la même direction que vous avez prise ou si vous devez changer, voire carrément changer de sujet. Aussi, et je le répète, n'oubliez pas que la recherche ne se fait pas comme un acte isolé. Cherchez à identifier les chercheurs qui s'intéressent à des problématiques similaires aux vôtres, entrez en contact avec eux, vérifiez systématiquement ce qu'ils ont publié, n'hésitez pas à leur envoyer des messages, des mails, pour leur demander l'avis sur tel ou tel point, sur telle ou telle question, sur les problématiques qui vous tiennent à cœur, voire même leur demander conseil sur un sujet que vous trouvez particulièrement difficile et que telle personne a déjà essayé d'apporter une réponse. Il n'est jamais inutile de rappeler une évidence. Pour se protéger des mauvaises surprises liées aux failles informatiques, il faut faire des sauvegardes régulières de son travail, des sauvegardes mensuelles, hebdomadaires, journalières, voire même plusieurs fois par jour. Les fichiers qui ne contiennent que du texte n'occupent pas beaucoup de place, donc le stockage, le problème de stockage ne devait pas se poser. Il est très utile de faire relire votre texte par quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du domaine. Cette personne, bien qu'elle ne vous donne pas des instructions relatives à la valeur théologique de telle affirmation que vous avez faite, elle pourra éventuellement vous indiquer les endroits qui manquent de cohérence interne, qui manquent de cohérence discursive, pour ainsi dire.
Aussi, faites attention à votre plan. Souvent, sous l'influence de vos différentes lectures, vous serez tenté d'ajouter des étapes à la recherche initiale. Vous serez tenté à changer de direction de recherche. Et parfois, de tels détours sont nécessaires. Et d'autres fois, les détours ne vous rapportent rien ou pas grand-chose. Résistez donc à la tentation d'ouvrir des portes, d'entamer de nouvelles pistes relatives à la recherche, des portes ou des pistes que vous ne serez pas en mesure de fermer ou auxquelles vous ne pourrez pas mettre un point. Cela étant dit, n'hésitez pas à restructurer votre recherche s'il s'avère trop long, si la manière d'écrire s'avère inefficace. Prenez en compte vos capacités de travail, vos ressources, vos limites. Évaluez-les, vos ressources et vos limites, évaluez-les avec honnêteté et objectivité. D'autres choses mériteraient d'être évoquées ici, mais je m'arrête sur ce point-là. Si vous avez des questions concernant l'un ou l'autre des sujets que nous avons abordés, nous avons discuté pendant les 4 séances, ou d'autres sujets que nous n'avons pas abordés, n'hésitez pas à m'en faire part. Écrivez-moi un mail et je tâcherai de vous répondre dans les meilleurs délais. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous souhaite bonne continuation et un bel été.